Tout au long de l'histoire du jeu vidéo, on a eu droit à énormément de sagas mythiques. Assassin's Creed, Call of Duty, God of War... Bref, je pourrais continuer comme ça pendant longtemps, mais il y en a une qui a toujours été particulière à mes yeux parce qu'elle a marqué mon enfance, et c'est la saga Metal Gear. Aujourd'hui, je vous propose de revenir avec moi sur cette licence légendaire qui a marqué l'histoire du jeu vidéo en revenant tout simplement sur tous les jeux de la licence. Pour chaque jeu, on va revenir sur l'histoire de sa création, les moments les plus mémorables et surtout parler de ceux qui rendent ces jeux si uniques. Petite précision avant qu'on commence, on va parler dans cette vidéo des jeux de la série principale uniquement. Déjà parce qu'en dehors de la série principale, il y a 1 milliard d'autres jeux Metal Gear, donc si je devais tous les faire, la vidéo durerait 2 siècles, même si en vrai je suis sûr que ce serait drôle parce que j'en connais quasiment aucun. Mais surtout, les jeux hors série principale, c'est tous des jeux sur lesquels Kojima n'a pas réellement travaillé et s'est plutôt contenté de produire. Et du coup, pour garder une continuité, c'est quand même plus intéressant pour moi de les mettre de côté. Je crois que tout est dit, on va pouvoir se lancer et commencer avec le premier jeu. Nous sommes en 1986. Enfin, nous, on est en 2024, mais mon histoire, elle commence... Bref, vous avez compris, faites pas genre. 1986, donc, Konami va donner un pitch de jeu à Hideo Kojima, qui à l'époque travaille là-bas depuis seulement 6 mois en tant que directeur assistant sur un projet qui vient d'être annulé. Voilà, donc début de carrière un peu flingué, on va pas se mentir. Ce pitch, il est très simple, c'est celui d'un jeu sur le thème de la guerre, inspiré par le jeu Commando, à développer pour le MSX2, un micro-ordinateur japonais. Sauf que les micro-ordinateurs MSX2, ils ont énormément de limitations techniques. Donc Kojima, pour pallier à ce problème, il se dit, plutôt que de faire un jeu où on doit affronter les ennemis, pourquoi pas en faire un où on doit les esquiver, inspiré notamment par le film La Grande Évasion. Bon, vous commencez à voir venir, je pense, ça semble assez évident, mais c'est cette petite idée qui va tout simplement donner naissance à Metal Gear. Cette idée, elle paraît rien comme ça, mais c'est la genèse du genre de l'infiltration dans le jeu vidéo. D'ailleurs, Kojima a même eu droit à un Guinness World Record confirmant le fait que c'est bel et bien le premier jeu vidéo à baser son gameplay central sur l'infiltration. Ce qui est assez dingue, c'est que Kojima, quand il va proposer son idée à ses supérieurs, ils sont pas vraiment très chauds quoi. Ils ont un peu des doutes, et ces questionnements ajoutés à l'annulation du dernier projet sur lequel il a bossé, ça va presque pousser Kojima à quitter Konami. Heureusement, un de ses boss va l'encourager à continuer dans cette direction, et ça va permettre à Metal Gear d'exister. On suit donc dans le jeu Solid Snake, un agent des forces spéciales qui mène une mission d'infiltration solo à Outer Heaven pour détruire Metal Gear, un tank bipède capable de lancer des missiles nucléaires depuis partout dans le monde. Le jeu sort en 87, il va être très bien reçu, il va même avoir droit à un portage sur NES pour le public américain qui va vendre plus d'1 million de copies aux États-Unis. Sur Metacritic, les joueurs le notent 7,7, j'ai été bien surpris. Et en plus de son portage sur NES, il va avoir droit tout au long de son histoire à des portages sur téléphone, sur PS2 et même sur Wii. Improbable. Bon, il se trouve que moi en 87 j'étais pas né, j'avais genre moins 14 ans, un truc comme ça, donc un peu compliqué pour moi de jouer à ce jeu évidemment, je l'ai jamais connu, mais écoutez, je demande à voir, je suis très curieux parce qu'il se trouve que la version NES a fait l'objet d'une vidéo de JDG, donc entre ça et le succès commercial du jeu, j'avoue que je sais pas trop où me placer. Ce succès, vous vous en doutez, il va pousser Konami à commander directement une suite pour la NES avec le marché américain en tête, sans le consentement d'Hideo Kojima. Drôle de manœuvre, j'avoue je comprends pas vraiment la logique, mais bon, Kojima, il se trouve qu'il a pas vraiment prévu de faire une suite à ce moment-là quoi, il bosse sur d'autres projets, il fait sa vie, et puis, histoire complètement improbable, il va croiser totalement par hasard un membre de l'équipe de développement du jeu dans un train de Tokyo, qui va lui en parler et lui demander de faire une vraie suite. Cette demande, associée évidemment aux fans du premier jeu qui demandent pas mieux que d'en avoir un deuxième depuis un moment, ça va pousser tout simplement Kojima à se mettre au travail quoi. Et on raconte même, je sais pas si c'est vrai parce que ça paraît un peu gros mais le connaissant en même temps ce serait pas si étonnant, on raconte qu'avant même la fin du trajet, il avait déjà développé la storyline basique du jeu entier. Le lendemain, il va proposer son projet à son boss qui va lui donner le feu vert pour développer Metal Gear 2. Une fois de plus, on suit Solid Snake, qui cette fois-ci doit infiltrer Zanzibarland, qui, en plus d'être un nom complètement flingué au sol pour quoi que ce soit, est un territoire terroriste d'Asie centrale pour sauver un scientifique kidnappé et détruire la nouvelle arme Metal Gear D. Metal Gear 2, ça va être l'occasion pour la première fois de développer une storyline complexe et des thèmes qu'on retrouvera plus tard dans les autres jeux de la licence comme la nature de la guerre ou la prolifération nucléaire. Des thèmes bien fun quoi, globalement. Le jeu est encore une fois très bien reçu pour une raison obscure qui m'échappe un peu, il est complètement absent de Metacritic. Donc je peux pas vous donner la note, mais sachez qu'il est considéré comme l'un des meilleurs jeux 8 bits jamais créés, ce qui m'a personnellement beaucoup surpris.
Bon, c'est bien rigolo, hein, MSX2, NES, les pixels, tout ça, mais moi, je vais pas vous mentir, Metal Gear et Metal Gear 2, je les ai jamais connus, et ils commencent à bien dater, hein, donc je pense qu'il est temps de passer aux choses sérieuses, en parlant du jeu qui m'a fait découvrir la licence, Metal Gear Solid. Tout commence en 1994 quand Kojima commence à imaginer un nouvel opus Metal Gear en 3D. À ce moment-là, il prévoit de développer le jeu pour la 3DO, une console qui a complètement bidé et qui est totalement inconnue au bataillon normalement par tout le monde. Hein. Effectivement, moi avant de faire les recherches pour cette vidéo que vous êtes en train de regarder, j'en avais jamais entendu parler de ma vie. Et c'est justement ce bid qui va pousser Kojima à se tourner plutôt vers la PlayStation qui à l'époque vient tout juste de sortir. 2 ans plus tard, le développement du jeu commence avec l'objectif assez sobre d'en faire le meilleur jeu de PlayStation jamais créé. Voilà. D'entrée de jeu, l'accent va être mis sur le réalisme et la précision. D'ailleurs, il y a même une équipe du SWAT qui va venir faire une démonstration à l'équipe de développement d'armes, d'explosifs et de véhicules. La journée de boulot au bureau a dû être un peu particulière ce jour-là, mais trop stylé en vrai. Je vous parle d'équipe, mais sachez qu'on parle ici d'une vingtaine de personnes. Hein. C'est très peu, surtout pour un projet de cette envergure, et du coup ça amène à des situations un peu rocambolesques, comme par exemple le fait que pendant la quasi-totalité du développement, le jeu va être codé par une seule personne, mais aussi le fait que Kojima va lui-même tester les options de level design et l'agencement du décor avec des briques Lego et des petites figurines. Voilà, je sais pas s'il y a besoin d'en rajouter, c'est quand même assez exceptionnel, hein, surtout quand on connaît la qualité du produit fini, c'est quand même assez fou. Metal Gear Solid, c'est aussi le début de la collaboration avec l'artiste légendaire Yoji Shinkawa, qui va être responsable de la direction artistique du jeu, et d'ailleurs de tous les autres jeux de la licence ensuite. Hein. Metal Gear Solid est donc révélé à l'E3 1997, et Konami va dépenser plus de 8 millions de dollars en marketing, hein, pour l'époque c'est assez énorme, jusqu'à sa sortie en 1998. Une fois de plus, on joue notre bon vieux Solid Snake, qui sort de sa retraite pour une dernière mission. Spoil, ce sera vraiment pas sa dernière du tout, puisqu'il a été appelé pour infiltrer l'île de Shadow Moses en Alaska, où une installation de recyclage d'armes nucléaires a été prise d'assaut par un groupe terroriste dirigé par l'unité Foxhound, qui menace d'utiliser le Metal Gear Rex, un tank bipède capable de lancer des ogives nucléaires. Bon, on est sur un pitch quand même assez exceptionnel, hein, je sais pas ce que vous en pensez. Et là, je vous l'ai dit, on commence à passer aux choses sérieuses, puisque je possède la boîte du jeu. Bon, ceux qui ont déjà vu mes vidéos, vous le savez, hein, parce qu'elle est là depuis des siècles dans mon décor. Je garde cette boîte en souvenir, c'est celle que j'avais quand j'étais petit. Et si vous la regardez de plus près, il y a pas mal de choses à remarquer. Bon, déjà, on peut se mettre d'accord, elle est incroyablement magnifique, hein. Même si c'est un petit coup dur de nostalgie, j'ai l'impression un peu d'avoir 500 000 ans quand je la regarde, je vais pas vous mentir. Si vous regardez de près, vous remarquez qu'ici, il y a un truc qui a été gribouillé, un truc qui a été gratouillé, si je puis dire. Et même derrière, il y a des petits à-coups, des trucs déchirés. Qu'est-ce que cela signifie? Eh ben la réponse elle est très simple. Il se trouve que quand j'étais petit, moi et mon frère, ma mère nous interdisait strictement de jouer aux jeux dont le PEGI était supérieur à notre âge. Sauf que nous on voyait notre oncle jouer à Metal Gear Solid sur la PS1, on était comme des oufs. Un jour, il nous offre la console et le jeu. On est comme des oufs, mais on sait très bien que si maman elle voit qu'il y a écrit PEGI 16 ou PEGI 15 sur la boîte, ça va être compliqué d'y jouer quoi. Du coup, qu'est-ce que nos petits cerveaux de bambins ont réussi à trouver comme solution? Gratter les étiquettes de PEGI devant et derrière, comme ça ni vu ni connu. Et le pire c'est que c'est une belle idée de merde, mais ça a complètement marché. Et du coup à partir de là, on a saigné le jeu pendant des mois et des années. On l'a même fini plusieurs fois en jouant du coup chacun son tour, avec un qui tire la manette et l'autre qui regarde le radar pour prévenir l'autre des ennemis. Et puis dès qu'il y en a un qui meurt, on échange, on passe à l'autre quoi. Hein. Des souvenirs de fou malade tout simplement, je sais pas quoi vous dire de plus. Quand on ouvre la boîte, on trouve du coup la notice qui est une véritable relique du passé, hein, parce qu'aujourd'hui on n'en fait plus, ce qui est assez triste, avec à l'intérieur du coup, au-delà des explications de gameplay, des illustrations de fou malade, hein, vous pouvez le voir, on voit même à la fin tous les concept art des personnages, et c'est assez exceptionnel. On retrouve aussi ce petit fascicule, qui date, vous le voyez, d'avril 1999, hein. Il est plus vieux que moi le truc. Et qui est tout simplement une pub pour tous les prochains jeux de Konami à venir quoi. Hein. Donc un premier Metal Gear Solid, ensuite une belle flopée de jeux inconnus au bataillon en ce qui me concerne, mais on a surtout à la fin un petit jeu indépendant qui débute, ça s'appelle Silent Hill, voilà vous me dites. Et puis on a surtout, truc assez notable quand même, assez important à noter, 2 disques. Parce que finalement, pourquoi se faire chier à respecter le stockage d'un seul CD pour faire ton jeu quand tu peux en faire 2 quoi, tout simplement. Hein. Et sachez que ça aussi, quand j'étais petit, ça me rendait un peu fou de me dire que le jeu était tellement complet qu'il y avait 2 CD, assez incroyable. Hein. Bon, vous vous en doutez, j'ai beaucoup de choses à dire sur ce jeu, évidemment, déjà parce que je le connais, donc ça facilite les choses, mais surtout parce qu'il y a énormément de nouveautés. Déjà, bien sûr, le passage à la 3D, qui est déjà une grosse nouveauté en soi, mais qui en plus est très bien fait, puisque c'est l'un des jeux 3D les plus beaux, et encore aujourd'hui qui a le mieux vieilli de toute la PS1. On est du coup sur un jeu en vue du dessus,
avec une caméra fixe à la Resident Evil, qui est moi un mode de caméra que je trouve incroyable, hein, j'adore, je trouve que ça rajoute un vrai côté cinématique, et quand t'ajoutes à ça le fait qu'il y a énormément de cinématiques et de cutscenes dans le jeu, ça donne un combo qui pour moi marche très très bien. En parlant de cinématique, le scénario du jeu, je vous l'ai déjà dit un peu en parlant du pitch, mais il est assez exceptionnel, hein. Ce que je vous ai raconté tout à l'heure, ça représente 10% même pas de toutes les dingueries qui se passent dans ce jeu, il y a un nombre de plot twists assez incroyable. Autre truc intéressant, le jeu est doublé en français, pour la seule et unique fois de la licence, hein, si je dis pas de bêtises, pour le meilleur et pour le pire hein, d'ailleurs. Tu dois être très fort dans la discipline mangeur de Moktouk. Oui, c'est vrai. Mais il y a une autre catégorie dans laquelle j'excelle. Le tirage d'oreilles esquimau. Tu veux qu'on se tire l'oreille? On a aussi énormément de boss fights, il y en a vraiment beaucoup et ils sont tous exceptionnels. Évidemment, de tous les boss fights du jeu, il y en a un qui est particulièrement mémorable. Ceux qui connaissent le jeu, vous savez ce que je m'apprête à dire, mais on parle évidemment de Psycho Mantis, qui m'a littéralement retourné le cerveau quand j'étais petit. Je crois que c'est la première fois qu'un jeu m'a autant mis une claque dans la gueule de toute ma vie, puisque en plus d'être un boss ultra stylé, il se permet de briser complètement le 4e mur, voilà, gratuitement. Je pose le contexte quand même, Psycho Mantis c'est un télépathe, et du coup comme il est télépathe, et avant même le début du combat, il va s'amuser à aller lire les données de votre carte mémoire et aller analyser les jeux auxquels vous avez joué, et du coup si vous avez joué à des jeux Konami, il va faire des petites remarques. Évidemment, il va pas se contenter seulement de regarder les jeux auxquels vous jouez dans votre carte mémoire, il va aussi pendant le combat lire tous vos mouvements et anticiper tout ce que vous allez faire. Du coup ça rend le combat vraiment compliqué, et au bout d'un moment le colonel va vous appeler pour vous dire mec, je crois qu'il peut lire dans tes pensées, donc pour éviter qu'il arrive à prédire ce que tu fais, débranche ta manette et puis branche-la sur le port du deuxième joueur, comme ça il pourra plus anticiper ce que tu fais. Comment vous voulez que le petit sabri de l'époque il trouve pas ça exceptionnel finalement, hein, c'est assez incroyable. Et encore une fois, ça m'a retourné le cerveau quand j'étais petit, je trouvais ça fou. Au-delà des boss fights, un autre moment bien mémorable, c'est la séance de torture, qui d'ailleurs est un truc assez récurrent qui va se retrouver dans quasiment tous les jeux de la licence, où vous allez devoir du coup lutter et résister le plus possible en martelant la touche de votre manette, et où vous avez d'ailleurs avoir le choix, soit de résister, soit d'abandonner, ce qui va mener à 2 branches de scénario différentes, et du coup à 2 fins différentes, pour encore une fois la seule et unique fois de la licence quoi, c'est assez fou. Je vais bientôt m'arrêter, c'est promis, mais j'adore ce jeu, donc j'ai encore des choses à dire évidemment. Un autre moment que je trouvais dingue quand j'étais petit, et qui est encore aujourd'hui un coup de génie hein, pour moi, c'est qu'à un moment, on vous demande de contacter Meryl. Sauf que pour contacter Meryl, il faut utiliser le codec, et que pour contacter quelqu'un avec le codec, il faut sa fréquence. Et la fréquence de Meryl, personne nous la donne. Du coup, le petit sabri de l'époque, il a bien galéré, hein, il est resté coincé longtemps, jusqu'à ce que, en fait, il réalise que la solution était juste devant ses yeux. Il se trouve qu'au dos de la boîte, parmi tous les screenshots du jeu, on trouve un screenshot qui paraît anodin, mais qui est celui d'une conversation codec sur la fréquence 140-15. Et la fréquence 140-15, vous vous en doutez, c'est la fréquence de Meryl, quoi. Hein. Encore une fois, le jeu brise complètement le 4e mur. Je trouve ça exceptionnel. Dernier truc que je trouve super intéressant, le jeu va avoir droit à une extension après la sortie. Un genre de DLC avant l'heure, et cette extension elle contient tout simplement plus de 300 missions inédites, voilà. Bon évidemment c'est des missions qui ont rien à voir avec l'histoire principale, hein, c'est juste du bonus, mais c'est déjà très très cool, et surtout la DA est assez incroyable je trouve, hein. C'est vraiment très stylé. Vous vous en doutez, j'ai mis 50 000 ans à vous raconter tous les trucs que je trouvais incroyables dans ce jeu, donc évidemment le jeu va être incroyablement bien reçu, ça va être immédiatement un succès total pour Konami, le jeu va se vendre au total à plus de 6 millions de copies, ce qui va en faire le 8e jeu le plus vendu de la PlayStation, et il va atteindre le score assez fou de 94 sur 100 sur Metacritic. Moi, bon, j'y ai passé toute mon enfance avec mon frère, comme je vous l'ai dit, hein, donc évidemment que je suis totalement biaisé, mais il se trouve qu'encore aujourd'hui, il est considéré par beaucoup de gens comme l'un des meilleurs jeux de tous les temps, et aussi l'un des plus importants, puisque c'est celui qui va véritablement populariser le genre de l'infiltration dans le jeu vidéo. Après un tel succès, vous vous en doutez, Konami, encore une fois, il demande pas mieux que d'avoir une suite. Hein. Cette envie de faire du pognon de Konami associée aux demandes des fans, ça va encore une fois motiver Kojima à faire une suite alors qu'il n'avait pas spécialement prévu. Et cette suite, c'est tout simplement Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty. Dès 1999, le développement commence et au départ, le jeu part sur une histoire inspirée par les inspections d'armes nucléaires en Irak et en Iran, mais après environ 6 mois de travail sur le jeu, des tensions vont commencer à éclater au Moyen-Orient et l'équipe va décider de changer de scénario. Si vous voulez mon avis, c'est une très bonne idée, surtout quand on sait ce qui va se passer juste après. Le développement du jeu va se terminer normalement, mais avant la sortie va avoir lieu un événement, alors dont moi j'avais jamais entendu parler pour le coup, mais apparemment c'est un truc un peu connu, les attentats du 11 septembre.
Et du coup, ça va encore une fois pousser l'équipe à modifier pas mal de choses. Des séquences entières vont être supprimées du jeu, des lignes de dialogue vont disparaître, et le nom du personnage de Raiden va être modifié pour passer du katakana au kanji et éviter la ressemblance avec le nom Laden de Ben Laden qui s'écrit presque pareil. Bon, pour le coup, le dernier point, j'avoue que je le trouve un peu tiré par les cheveux, mais sachez que là, je vous ai cité que certains trucs et qu'en vérité, il y a encore plein d'autres choses qui ont changé. C'est aussi pour cette raison qu'on a pour la première fois de la licence au début du jeu un écran qui précise que les événements de l'histoire sont fictifs. Cette fois, gros changement, on va du coup jouer 2 personnages avec l'arrivée du fameux Raiden et le jeu va se séparer en 2 parties. Une première partie assez rapide où Solid Snake va reprendre du service et infiltrer un tanker pour prendre des photos afin de prouver l'existence d'un anti-Metal Gear amphibien appelé Metal Gear Ray. Et une deuxième partie beaucoup plus importante où on jouera Raiden, nouveau personnage qui sera chargé d'infiltrer Big Shell, une structure de récupération de pétrole, prise d'assaut par un groupe appelé Dead Cells qui a pris le président des États-Unis en otage et menace de tout faire exploser et causer un désastre écologique si on ne leur verse pas une rançon de 30 milliards de dollars. Je sais pas quoi vous dire, j'ai plus de souffle en fait. Le jeu va donc sortir le 12 novembre 2001 et encore une fois, j'ai la boîte. La voilà, elle est encore une fois incroyablement magnifique, cette illustration est assez incroyable. À l'intérieur, en plus du jeu, on trouve un DVD avec le making of du jeu. C'est assez stylé comme idée je trouve. À l'intérieur, on a aussi cette carte postale, voilà, qui permet de participer à un tirage au sort pour gagner je sais pas quoi, mais malheureusement je pense qu'elle doit être pas mal périmée quand même. On a aussi cette magnifique publicité pour le Konami Style Europe.com avec du joli merch qui encore une fois je suis pas certain qu'il existe encore, c'est assez triste. On a bien sûr, c'est un truc qu'on va revoir dans quasiment toutes les autres boîtes, mais une pub pour le guide du jeu. Et puis on a cette magnifique notice qui paraît normale à première vue, mais qui à l'intérieur contient un manga. Est-ce que c'est pas trop stylé? Les instructions du jeu sont sous la forme d'un manga. Vraiment, même quand j'étais petit, je trouvais ça incroyable. Ça a pas bougé. Et puis du coup, on peut maintenant admirer à l'arrière cette illustration qui est incroyable. Et c'est là qu'on voit vraiment le travail de Shinkawa qui est assez exceptionnel. Qu'est-ce que je peux vous dire du coup sur ce jeu? Déjà, il y a un truc qui moi m'avait bien fait marrer à l'époque, c'est que malgré le fait qu'on joue Raiden dans la deuxième partie, on va très vite rencontrer Snake, comme ça au détour d'un couloir, puisqu'il est tout simplement aussi en mission au même endroit que nous. Et du coup, même si on le contrôle pas, il va nous aider à plein de moments clés de l'histoire. On peut même lui mettre des petites patates, voilà, se battre avec lui. Et évidemment, il vous tabasse en retour si vous essayez de le frapper, c'est assez marrant. Autre nouveauté qui m'a changé la vie à partir du deuxième jeu, l'arrivée d'une nouvelle arme, le pistolet tranquillisant silencieux. Faut savoir un truc, c'est que moi quand je joue à Metal Gear Solid, je joue en mode hardcore, ça veut dire j'ai pas envie de tuer des gens, j'ai pas envie de me faire repérer évidemment, mais je joue vraiment en mode full stealth. Et du coup dans le premier jeu, comme t'es obligé si tu utilises une arme de buter quelqu'un, je me retrouvais à devoir les étrangler ou faire des trucs de fou. Dans ce jeu, le pistolet tranquillisant, il permet vraiment de jouer en mode discrétion, puisqu'il suffit de mettre une balle dans la tête d'un ennemi pour l'endormir instantanément et c'est quand même incroyablement stylé. Et vous allez voir que je vais pas vous spoiler mais à partir du 2 c'est littéralement l'arme que j'utilise tout le jeu sur tous les autres jeux, voilà. Tout simplement. Autre grosse nouveauté, on est sur PS2 cette fois. Et du coup, au-delà des graphismes qui ont pris un gros step up, on a l'arrivée des joysticks. On peut du coup regarder les environnements et viser en mode FPS. Et ça ajoute aussi de nouvelles options d'interaction. Par exemple, en pointant notre arme dans le dos des ennemis, on peut les menacer. On peut aussi tirer sous couverture. Le joystick qui permet aussi de marcher tout doucement sans faire de bruit. Et puis il y a aussi une grosse nouveauté. Contrairement à Metal Gear Solid où quand vous vous faites repérer par un mec, toute la base est mystérieusement au courant. Cette fois, si vous vous faites repérer par un soldat, il y a ce soldat qui est au courant et personne d'autre, et du coup plutôt que de se battre, il va vite aller courir dans un coin, se planquer, prendre sa radio et prévenir tous ses potes. Et du coup, si vous êtes vif et que vous arrivez à tirer sur sa radio avant qu'il ait prévenu ses copains, elle va se casser et il pourra pas prévenir ses potes. Les gars, on est sur PS2 en 2001. Est-ce que c'est pas une dinguerie? En termes de moments mémorables de l'histoire, il y en a pas mal. Ce qui me vient à l'esprit là tout de suite, c'est déjà la partie où on se déguise en ennemi, qui est assez folle. On se balade dans les couloirs au milieu d'ennemis armés avec leur uniforme, mais si on se fait bousculer, notre couverture tombe, donc il faut faire très attention, c'est très stylé. Ce déguisement, il sert aussi à une partie qui est assez incroyable, où on doit s'infiltrer dans la salle des otages, et où on doit utiliser un micro directionnel pour repérer discrètement un des otages en particulier qui a des informations pour nous. C'est vraiment très stylé comme passage. Il y a aussi un passage avec un bâtiment qui est complètement inondé et où on doit porter quelqu'un sur notre dos pour sortir du bâtiment en nageant sous l'eau, en gérant sa respiration et tout. Il y a des moments carrément badass dans ce jeu. Et puis surtout, le gros truc à noter, c'est son scénario qui, je vous l'ai dit déjà dans le pitch, a pris quand même un level, mais qui a une particularité très spéciale. Il est incroyablement d'actualité. Mais genre, vous vous rendez même pas compte. Le jeu sort en 2001. Aujourd'hui, là, en 2024, jouez au jeu, vous allez voir que le scénario, on dirait qu'il a été écrit la semaine dernière. Ça parle de fake
news, ça parle de l'arrivée de l'intelligence artificielle, d'une surcharge d'informations. C'est vraiment des vrais gros sujets centraux de la société actuelle. C'est assez troublant. Il a pas vieilli une seule seconde, alors qu'à l'époque où il est sorti, il a été pas mal critiqué par pas mal de joueurs, parce que ça faisait plein de débats sur le fait que c'était un peu trop tiré par les cheveux. Les gens trouvaient que c'était complètement irréaliste comme scénario. Évidemment, une fois de plus, le jeu est un énorme succès. Il va vendre plus de 7 millions de copies, il va être acclamé par la presse et les joueurs, il reçoit la note incroyable de 96 sur Metacritic, ce qui en fait le jeu de la licence le mieux noté. Il est classé 4ème meilleur jeu de PS2, il remporte plusieurs titres de jeu de l'année, bref, je pourrais continuer longtemps, c'est tout le monde kiffe quoi. À juste titre, en même temps, le jeu est ouf. Les seules critiques des gens, du coup, ça va être l'histoire, qui, je vous l'ai dit, est jugée par certains à l'époque irréaliste, et qui est surtout, pour beaucoup, trop présente. C'est vrai que c'est un truc que même moi j'ai ressenti, il y a vraiment beaucoup de scénarios, énormément de cinématiques. J'adore ça, l'histoire dans les jeux Metal Gear Solid, mais c'est vrai que dans le 2, surtout vers la fin, waouh, il y a vraiment des séquences de plus de 40 minutes où tu touches même pas la manette, ça casse un peu le côté jeu d'action, on va pas se mentir. Et puis un autre truc assez inattendu que les gens vont reprocher à ce jeu, c'est le personnage de Raiden, voilà. Les gens vont pas du tout accrocher, bon il y en a qui le kiffent, moi par exemple je l'aime beaucoup, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de gens, notamment en dehors du Japon, qui vont le trouver très agaçant. Critique valide j'imagine, même si je trouve ça un peu étonnant pour le coup. Encore une fois, Kojima, il est plutôt content de ce qu'il a fait. Il se voit bien arrêter la licence ici et continuer à bosser sur ses autres projets, quoi. Sauf qu'encore une fois, Konami, ils ont un cheat code argent infini, donc ils ont pas envie de le laisser sauter, évidemment. Et les fans, ils sont conquis, donc Kojima va se remettre au travail et commencer la production du prochain jeu de la licence, Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Pour Metal Gear Solid 3, Kojima, il voulait que l'environnement soit complètement différent des jeux précédents et qu'il soit aussi plus réaliste, avec Snake qui démarre loin de la base ennemie et qui doit se frayer un chemin jusqu'à son objectif. Contrairement à tous les autres jeux où il spawn littéralement à 2 cm de l'endroit qui est censé infiltrer, j'avoue que c'est pas très réaliste avec du recul. À la base, le jeu il est prévu pour la PS3, mais comme la console va mettre très longtemps à arriver, il va finalement être développé pour la PS2. Sauf que du coup, Kojima il est parti sur un concept de jungle et les limitations techniques des consoles de l'époque, elles vont rendre ce projet très compliqué à développer. Par exemple, un tout nouveau système de collision a dû être développé puisque l'ancien était adapté à des sols plats, là où celui de la jungle il est évidemment très irrégulier, et il a fallu également faire fonctionner la technologie de motion capture avec ce terrain. Nouveau personnage cette fois, je vous présente Naked Snake, l'homme qui deviendra plus tard Big Boss, en pleine guerre froide, qui va tenter de sauver un concepteur d'armes pris en otage en Union soviétique et saboter le développement d'une super arme expérimentale appelée Shagohod. On est du coup sur un préquel, petit retour dans le temps, on aime ou on n'aime pas pour le coup. Moi j'avoue que je suis pas hyper fan, mais en même temps l'essence du jeu est la même, donc ça fait pas tant de différence que ça. Il se trouve qu'encore une fois évidemment j'ai la boîte, et quelle boîte, regardez-moi cette beauté, et encore elle est très stylée, mais celle de l'édition japonaise est encore plus stylée. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur cette boîte? Déjà Energy trouve que c'est un chef d'œuvre, et 20 minutes trouve que c'est une référence des jeux d'infiltration, donc si 20 minutes et Energy on trouvait que c'était un bon jeu, finalement de quoi on a peur en fait. À l'intérieur, une notice qui est un sacré pavé, avec à l'intérieur encore une fois des illustrations assez magnifiques, une BD pour expliquer les mécaniques du gameplay, et puis à la fin ma partie préférée évidemment, les concept art de tous les personnages du jeu. Bon ma notice elle tombe un peu en lambeaux, j'ai plein de pages qui sont détachées, je sais même pas pourquoi, mais vous comprenez l'idée. Et puis à la fin on a du coup toute la timeline, la chronologie complète du jeu, parce que vous vous en doutez, on est sur un retour dans le passé, donc il y a beaucoup de choses qui vont être établies dans ce jeu sur le plan du lore, et qui vont servir du coup pour tous les autres jeux de la licence. Et puis en dessous on a ce papier qui paraît très bizarre vu comme ça, mais qui est tout simplement, une fois de plus, une pub pour le guide du jeu. Encore une fois, on va parler pendant un moment, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce jeu. Déjà, je vous l'ai dit, on est dans la jungle, et c'est une grosse différence. On a l'ajout d'une nouvelle mécanique de Close Quarter Combat CQC, combat au corps à corps, en gros, je sais pas pourquoi je me prends pour un américain, qui permet du coup d'avoir de nouvelles interactions avec les ennemis, notamment des mécaniques d'interrogation, encore une fois de menaces, mais on peut aussi prendre par exemple des soldats et s'en servir comme bouclier humain, enfin c'est trop stylé. On a l'arrivée d'une mécanique centrale du jeu, le camouflage, avec du coup un menu spécial où on va devoir aller manuellement adapter son camouflage facial et sa tenue pour se fondre dans le décor. On a aussi l'arrivée d'un système de blessure, voilà, si vous vous blessez, si vous prenez un coup de couteau ou que sais-je, il va falloir aller dans un menu spécial pour vous soigner avec les objets adaptés et les médicaments adaptés. On a évidemment l'arrivée d'une grosse mécanique de survie,
avec une faune et une flore qu'il va falloir exploiter, puisqu'il y a une mécanique de faim, il va falloir chasser des serpents, des alligators, des grenouilles, des oiseaux, bref, du poisson, plein de trucs. Et si vous mangez pas, bah votre estomac va gargouiller, et donc faire du bruit et risquer de vous faire repérer. Vous allez aussi trembler quand vous allez essayer de viser, si vous mangez pas, votre bouffe, elle va pourrir, et si vous mangez de la bouffe pourrie, vous allez tomber malade, bref, il y a plein de choses, c'est très complet. Encore une fois, dans ce jeu, on a beaucoup de boss fights, qui pour le coup sont beaucoup moins impactants que dans les deux autres. Voilà, moi ça fait partie des jeux où les boss fights, je les trouve pas si intéressants, à part un, évidemment, qui est assez incroyable, hein, le boss fight contre The End. The End, qui c'est un vieux papy, voilà, je vous le montre, hein, c'est vraiment un pruneau sur une chaise roulante. C'est très méchant ce que je viens de dire, mais regardez comme il est frippé, enfin c'est assez honteux. Il peut paraître assez classique comme ça, mais sachez qu'il est très particulier, puisqu'au début du jeu, vous allez le croiser de loin, comme ça, au détour d'une cinématique, et que bah si à ce moment-là vous décidez d'avoir un peu de culot et de sortir une arme et lui tirer dessus dans sa chaise roulante, eh ben il va mourir. Voilà. Et d'ailleurs, pour une raison obscure, sa chaise roulante va exploser et la roue va s'envoler et vous déglinguer la gueule si vous restez sur place à ce moment-là. C'est improbable. Et du coup, une fois arrivé au moment où vous êtes censé l'affronter dans la jungle, eh ben il sera tout simplement pas là, quoi. Hein. Et il y a même une deuxième façon de l'esquiver qui est encore plus drôle. Si vous êtes dans le combat contre The End et que vous en avez un peu marre, voilà, vous avez la flemme, eh ben il suffit de sauvegarder, éteindre la console et attendre une semaine. Et dans une semaine, vous relancez le jeu et puis bah The End va tout simplement mourir de vieillesse sous vos yeux. Voilou, le respect des anciens à l'époque, c'était pas vraiment ça, je crois. Autre truc complètement improbable, je vous avais dit que Raiden était détesté par pas mal de monde. Il se trouve que Kojima, il a entendu les plaintes des gens, et du coup il a décidé de leur faire un kiff. Voilà, dans le jeu, il y a un personnage qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Et ce personnage, eh ben, on apprend un peu plus tard qu'en fait, il se tape le gros méchant du jeu. Voilà, dans une scène assez ridicule où il se fait choper la bistouquette, je vous laisse admirer. Cette scène, elle paraît juste une petite connerie comme ça pour rigoler, mais en fait, je savais pas. Mais c'est une façon pour Kojima de s'excuser, entre guillemets, de faire un kiff à tous les gens qui n'ont pas aimé le personnage de Raiden en leur disant, regardez, je l'ai bien ridiculisé dans cet opus, c'est pour vous, c'est cadeau. Dernière grosse nouveauté, un truc assez intéressant pour la suite, la version remasterisée du jeu Metal Gear Solid 3 Subsistance va contenir pour la première fois de la licence un mode en ligne. J'étais pas du tout au courant, mais on a du coup Metal Gear Online avec des missions spéciales, des modes deathmatch et tout, enfin vraiment un genre de mini Call of quoi. Je trouve ça assez fou. Et vous allez voir quand on va arriver sur les jeux suivants qu'en fait c'était que le début. Hein. Bon, j'ai l'impression de répéter tout le temps la même chose, mais vous commencez à voir venir. Évidemment, succès phénoménal. Petite particularité cette fois, cependant, le succès commercial il va pas vraiment être au rendez-vous. Voilà, le jeu va vendre seulement, entre guillemets, 3,96 millions de copies, c'est complètement énorme déjà, mais ça reste très loin des 6 et 7 millions des deux jeux précédents. De son côté par contre, le succès critique il est phénoménal, il obtient la note de 91 sur Metacritic, entre plein d'autres notes de fou que j'ai la flemme de vous décrire une par une, mais vous les voyez à l'écran, c'est assez dingue. Le principal c'est surtout que, encore aujourd'hui, il est considéré par une grosse majorité de la communauté comme le meilleur Metal Gear Solid de la licence, avis que, bon, je ne partage pas vraiment, je vais pas vous mentir, je trouve que c'est loin d'être le meilleur, mais s'il y a un truc que je peux pas nier, c'est que le jeu a vraiment une aura particulière, donc je peux comprendre qu'il ait marqué les gens. Après le succès de Metal Gear Solid 3, on pourrait s'attendre au même développement que pour les précédents jeux, Kojima qui sait pas trop, et puis les gens qui kiffent et Konami qui veut de l'argent, donc prochain opus. Sauf que pas du tout. Voilà, Kojima va tout simplement annoncer qu'il arrête de développer la licence Metal Gear Solid. Bam, grosse claque dans la gueule. Il décide de prendre sa retraite en tant que réalisateur de la saga, et il laisse sa place à quelqu'un d'autre pour la suite. Ce quelqu'un d'autre, c'est pas n'importe qui, c'est Shuyo Murata qui avait notamment coécrit Metal Gear Solid 3. Évidemment, les gens sont dévastés, Kojima il fait partie intégrante de l'ADN de la licence, et qui dit beaucoup de fans, dit malheureusement son bon lot de dégénérés, donc Kojima, en plus des plaintes des fans, il va avoir droit à son lot de menaces de mort et d'insultes, et ça va le pousser à revenir sur sa décision et reprendre son rôle de réalisateur, producteur et scénariste du prochain jeu de la licence aux côtés de Murata, et ce jeu c'est tout simplement Metal Gear Solid 4, Guns of the Patriots. Quand il annonce son retour, Kojima il en profite pour annoncer la création de son propre studio, Kojima Productions, qui va lui offrir plus de liberté dans le choix de ses collaborateurs et dans le développement de ses futurs projets. Bon, en réalité, ça reste un studio qui est possédé par Konami, donc ça fait pas énormément de différence, mais techniquement c'est du coup Kojima Productions qui développe Metal Gear Solid 4. Et le jeu, il va du coup être développé comme le dernier jeu de la licence. Kojima va tirer parti au maximum des possibilités techniques de la PS3 pour mettre en place toutes les mécaniques qu'il avait envisagées sur les opus précédents mais qu'il n'avait pas pu réaliser. Et quand je vous dis qu'il met le paquet, il met vraiment le paquet.
Déjà, il annonce d'entrée de jeu que le jeu va reprendre l'histoire à partir de la fin de Metal Gear Solid 2 et qu'il va mettre fin à l'histoire de Solid Snake. Voilà, rien que ça. Un autre truc assez intéressant à noter, c'est que c'est le premier jeu qui va utiliser le Fox Engine, qui est le moteur de jeu créé littéralement de A à Z par l'équipe de Kojima Productions, qui a d'ailleurs été créé encore une fois avec l'ambition très modeste d'être le meilleur moteur de jeu du monde, voilà, tout simplement. Ensuite, le jeu possédera encore une fois un mode en ligne, cette fois-ci beaucoup plus abouti, puisque Kojima déclare tout simplement que le mode de subsistance c'était juste une mise en bouche, voilà une petite préparation pour celui de Metal Gear Solid 4. On continue, et là je vais vous demander de vous accrocher, il nous annonce que cette fois Snake sera dans un contexte de zone de guerre, et on nous parle d'un concept de guerre psychologique, où le joueur pourra choisir de devenir ami ou ennemi avec les soldats qu'il rencontre, et où du coup les choix des joueurs auront une importance cruciale dans le déroulement du jeu. Il décrit carrément le nouveau Metal Gear comme une création mi-vivant, mi-machine. On est en 2005, frérot, calme-toi quand même. Il déclare aussi que cette fois les ennemis seront vraiment réalistes, puisqu'on n'est plus comme les précédents jeux sur des ennemis qui tuent bêtement de sang-froid, mais sur des soldats faibles psychologiquement, qu'on pourrait du coup par exemple surprendre avec un bruit fort pour réduire leur préparation au combat. Ça me paraît quand même très ambitieux. Évidemment, niveau graphisme, il y a énormément de nouveautés, je vous passe les détails, mais on nous parle de plein d'effets visuels, de filtres, de détails graphiques qui n'étaient pas possibles sur PS2 et qui seront donc implémentés sur la PS3. Et encore une fois, énormément de recherches vont être faites pour le bien du jeu, puisque l'équipe de développement va entreprendre un entraînement militaire et va même voyager dans plusieurs pays pour écrire l'histoire. Voilà, vous voyez quand même que le niveau d'implication, il est plutôt élevé. Niveau scénario, je peux pas trop vous en dire du coup, puisqu'on est sur une conclusion. Simplement, on joue pour la dernière fois Solid Snake, qui va se retrouver au Moyen-Orient en pleine guerre, mais aussi dans d'autres endroits du monde, dans le but de tuer son ennemi de toujours, que je ne vais pas vous citer, puisque je ne vais pas vous spoiler, évidemment. Vous commencez à connaître la chanson. Regardez-moi la beauté de cette boîte, et d'ailleurs dès la cover, on commence à voir quand même que l'ambiance est beaucoup moins joviale. Même à l'arrière, vous le voyez, un soldat légendaire, une dernière mission, l'ultime sacrifice, voilà, on n'est pas là du tout pour rigoler, et on a du coup d'ailleurs, vous le voyez, un Metal Gear Online qui est mentionné à l'arrière de la boîte directement. À l'intérieur, on est sur PS3, donc on est sur un disque Blu-ray. On a aussi la notice, avec encore une fois des illustrations de fou malade, non pas une BD qui explique les mécaniques du jeu, mais 2 BD, voilà, parce que finalement pourquoi se priver, Et puis plus de concept art de perso, mais on a cette double page que je trouve assez exceptionnelle, qui représente les boss du jeu, qui ont un design vraiment qui fait partie de mes préférés de toute la licence, quoi. Je trouve que leur design il est vraiment exceptionnel, et en plus de ça ils sont tous basés sur les boss de Metal Gear Solid premier du nom, donc sachez que quand j'ai découvert ça, la nostalgie elle a fait mal au cul, je vais pas vous mentir. Et encore, vous allez voir après que question nostalgie c'est que le début. Ensuite on a une fois de plus, vous commencez à connaître la pub pour le guide, et vous voyez que Solid Snake là, il a pris un vrai coup de vieux, il a une belle moustache, toujours aussi charismatique, mais on est sur un petit papy. On va en parler tout de suite, puisque c'est l'une des grosses nouveautés de ce Metal Gear Solid 4, Solid Snake a vieilli. Et il a vraiment vieilli. D'ailleurs, il s'appelle même plus Solid Snake, il s'appelle Old Snake, pour bien remuer le couteau dans la plaie. Et cette vieillesse qui pourrait être un simple élément de scénario, elle a même des implications, certes minimes, mais qui existent, dans le gameplay, puisque votre personnage, par exemple, si vous prenez trop de trucs dans votre inventaire, il va avoir mal au dos et gémir de douleur, ce qui peut vous faire repérer. Je trouve ça trop marrant d'aller chercher le détail jusque là. Autre grosse nouveauté qui est l'une de mes préférées, l'arrivée de la technologie Octocamo, qui était déjà présente dans le premier jeu, et dans le deuxième d'ailleurs, mais seulement dans des cinématiques. Cette fois, on peut l'utiliser et c'est une petite dinguerie. Octocamo, c'est donc un camouflage optique qui permet donc de se fondre dans la masse et de vous coller à n'importe quelle surface et d'en prendre le motif. Vous voyez les images là, c'est quand même assez exceptionnel, et en plus vous pouvez sauvegarder les camouflages que vous avez créés pour les réutiliser plus tard, donc c'est trop marrant. Encore une fois, le petit sabri de l'époque qui regardait mon oncle jouer à ce jeu, peut vous dire qu'il trouvait ça légendaire. Et il y a un autre truc qu'il trouvait légendaire d'ailleurs, c'est le véritable truc que je préfère dans ce jeu. J'ai nommé l'incroyable Metal Gear MK2, voilà, je l'adore, je suis amoureux de ce petit robot, il est exceptionnel. C'est un petit robot qui va donc vous accompagner et va servir pour faire de la reconnaissance, pour se camoufler puisqu'il peut devenir complètement invisible, et il peut même d'ailleurs électrocuter des gardes au calme, voilà. Quand je dis qu'il va vous accompagner, je mens, parce qu'en vérité c'est vous qui le contrôlez, c'est ça qui est trop marrant, il va super vite, il est super marrant, je l'adore, voilà, tout simplement. Je sais pas quoi vous dire, je le kiffe en fait. Évidemment, qui dit fin de la saga Solid Snake dit énormément de lore et donc énormément de cinématiques, et on a notamment un passage qui est assez incroyable, c'est que on retourne dans le jeu
à Shadow Moses dans les lieux de Metal Gear Solid 1 qui ont du coup été complètement retravaillés sur PS3, donc c'est magnifique, et qui cette fois sont complètement déserts, et on a donc le luxe incroyable de pouvoir se balader dans la map du premier jeu avec du coup les personnages qui font des remarques sur tous les endroits, qui se remémorent les moments qu'ils ont passés dans le premier jeu et tout. Enfin, dit comme ça paraît con, hein, mais quand t'as saigné Metal Gear Solid, que t'arrives jusqu'au 4e opus et que tu découvres ça, la nostalgie elle est assez exceptionnelle, hein. Et d'ailleurs, il y a un moment qui m'avait beaucoup fait rire dans ce passage, c'est que à l'endroit où normalement sur Metal Gear Solid 1 sur PlayStation, le jeu s'arrêtait à la fin du CD1 et vous demandait d'insérer le CD2 pour continuer à jouer. Là on est sur PS3, c'est une autre histoire, hein. Disque Blu-ray ça a rien à voir, et du coup Otacon va tout simplement vous appeler pour vous dire hey Snake, tu te rappelles à l'époque MDR sur PlayStation, on avait dû changer de CD à l'époque parce qu'il n'y avait pas beaucoup de stockage et tout, maintenant c'est plus la même histoire, hein. Lol. Est-ce que j'ai vraiment besoin de dire quelque chose? Je crois pas. C'est incroyable. Bon, j'imagine que vous vous en doutez, rien qu'avec le nombre de nouveautés une fois de plus, hein, mais les gens adorent, le jeu est incroyablement bien reçu encore une fois. C'est simple, Metal Gear Solid 4 est tellement abouti qu'encore aujourd'hui en 2024, j'entends des gens dire que c'est l'un des rares jeux de toute l'histoire du jeu vidéo à donner encore l'impression d'être un vrai jeu next-gen. C'est vrai que le gap entre le 3 et le 4, il est assez exceptionnel. Je vous mets les notes un peu partout, c'est aberrant, hein, il suffit de regarder le nombre de notes maximales, j'ai pas les mots, c'est assez incroyable. Sur Metacritic, il obtient la note de 94 sur 100 et tout le monde est assez d'accord pour dire que non seulement c'est un très bon jeu, mais que c'est surtout la meilleure fin que la saga pouvait espérer, et pour le coup, je suis entièrement d'accord. La suite, elle va être un peu plus compliquée à expliquer, donc je vais vous demander de vous accrocher un petit peu. Je vous l'ai dit, Metal Gear Solid 4, c'est non seulement un gros gap en termes de graphisme, mais aussi en termes de fonctionnalité, et surtout, c'est le premier jeu à tourner sur le Fox Engine créé par Kojima Productions. Tout ça, ça a demandé beaucoup de travail sur les outils même de création du jeu, le moteur, etc. Et ce genre de processus, ça dure très longtemps. Du coup, pendant le développement de tous ces outils qui ont servi à faire tourner Metal Gear Solid 4, Kojima y travaillait déjà sur le jeu suivant. Ce jeu suivant, il va en avoir l'idée pendant le développement de Metal Gear Solid Portable Ops, un jeu Metal Gear Solid sur la PSP dont on n'a pas parlé parce que, comme je l'ai dit au début, c'est pas un jeu de la série principale, donc c'est pas super intéressant. Et du coup, en fait, Kojima, il va tout simplement se dire, pendant cette période où on peut pas vraiment avancer, autant que je prenne une partie de l'équipe et que je la fasse bosser sur cette idée qui me fait kiffer. Cette fois, c'est la bonne, Kojima donne son scénario, ses idées et ses directives à son staff et va se contenter du coup sur ce projet d'être producteur pour pouvoir bosser sur d'autres trucs. C'est pas vrai, évidemment, je me fous de votre gueule, vous commencez à connaître l'animal, hein, évidemment que c'est pas vrai. Il va revenir plus tard sur sa décision. En fait, c'est un peu le Miyazaki du jeu vidéo, je commence à me rendre compte maintenant. Ce jeu, il est pensé pour être développé pendant le développement des outils de Metal Gear Solid 4, je vous l'ai dit, hein, donc du coup, il va être développé pour la PSP, et il s'agit du coup de Metal Gear Solid Peace Walker. Dès le départ, malgré le fait que ce soit un jeu de PSP, il va être annoncé comme une véritable entrée dans la licence, hein. Ça va être très clair dans le marketing du jeu. Kojima va bien expliquer que c'est un séquel complet qui demandera des centaines d'heures de jeu à terminer et pas un simple spin-off. On nous annonce aussi que le gameplay sera adapté à la PSP avec un tout nouveau système de jeu, mais surtout que l'histoire sera très développée, qu'elle fera même écho à l'histoire de Metal Gear Solid 3 puisqu'on est à peu près dans la même période, et qu'elle répondrait même à des questions cruciales du lore, notamment la backstory du fameux Liquid Snake. Peace Walker se déroule du coup, je vous l'ai dit, au Costa Rica, pays qui fait face à un trafic d'ogives nucléaires non autorisé causé par une force militaire inconnue. Et comme le Costa Rica ne possède pas d'armée, ils vont se tourner vers l'armée mercenaire de Big Boss qu'on va contrôler du coup tout au long de l'histoire. Et malheureusement, Peace Walker, je n'ai pas la boîte, voilà. Bon, Metal Gear et Metal Gear 2, c'est assez logique que j'ai pas la boîte parce qu'il date d'il y a 1000 ans et que je vous l'ai dit, je les ai jamais connus. Peace Walker, c'est pour une raison différente, c'est tout simplement que c'est pas vraiment un jeu que j'ai beaucoup aimé, hein. Vraiment, c'est un jeu qui m'a pas convaincu du tout. Bon, on est sur un jeu de PSP qui est développé en même temps qu'un autre projet, donc le jeu devait être à la base moins abouti que les autres, hein, on est bien d'accord. Seulement, vous commencez à connaître Kojima, il sait vraiment pas doser, et du coup le jeu va vite devenir un projet bien plus ambitieux. Déjà, truc de fou malade, les missions principales sont toutes jouables en coop, à 2 et jusqu'à 4 joueurs pendant les boss fights. Je trouve ça exceptionnel, j'aurais kiffé moi faire la campagne d'un Metal Gear Solid avec quelqu'un en coop, ça aurait été trop marrant. Autre grosse nouveauté qui va être réutilisée dans un autre jeu dont on parlera plus tard, l'arrivée du système de Mother Base. Mother Base, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement votre base d'opération où vous allez pouvoir faire travailler tous vos soldats et les attribuer au bon service pour débloquer plein de nouvelles choses dans le jeu. En fait, pendant vos missions, vous allez pouvoir recruter des soldats d'une façon d'ailleurs qui est hilarante, hein, c'est-à-dire que vous leur accrochez un ballon sur le dos et
piouf, ils s'envolent vers d'autres cieux comme la Team Rocket. Et ces soldats recrutés, par exemple, ils vont vous permettre de débloquer un arbre de recherche et développement pour avoir de nouvelles armes ou de nouveaux items, ou par exemple des nouvelles fonctionnalités de soutien pendant les missions, comme des drops d'équipement ou des informations sur le terrain. C'est tout un vrai système central du jeu. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, dans les promesses du jeu, il y avait un lore très complet, et on a eu ce qu'on nous avait promis. Le jeu a vraiment une histoire très complète, et beaucoup de personnages importants, puisqu'au-delà de ce scénario, Peace Walker, il va surtout poser une grosse base de scénario pour le prochain jeu de la licence, dont on parlera après. Dernier truc notable qui, moi, m'a vraiment fait kiffer, c'est le truc que j'ai retenu de Peace Walker, personnellement, le mechanical design. Le design des mechas, il est vraiment incroyable. Il est fou dans tous les jeux, hein. Ceux de Peace Walker, j'adore, je sais pas comment vous dire, il y a un truc qui fait que je les trouve trop stylés. Bon, vous commencez à connaître la chanson, je sais littéralement plus comment vous le dire. Évidemment, tout le monde a kiffé, le jeu est très bien reçu, il obtient de très bonnes notes, les gens kiffent, il chope un très beau 89 sur 100 sur Metacritic, ce qui est très bien, même si c'est moins que les précédents, on est sur un jeu PSP quand même, c'est très propre. Seul truc un peu triste, à l'instar de Metal Gear Solid 3, ce qui est d'ailleurs une coïncidence de fou parce que c'est les deux seuls jeux à ce moment-là préquels de la licence, et le succès commercial du jeu va être beaucoup moins au rendez-vous, le jeu va un peu flop. Alors, est-ce que Peace Walker c'est une pépite que j'ai pas su apprécier à sa juste valeur, ou est-ce que le jeu méritait un peu de flop au niveau des ventes? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais pour le coup, perso, j'ai mon avis sur la question. Voilà. Bon, après tout ça, on pourrait peut-être enfin avoir la naïveté de se dire que Kojima, ça y est, il a fait tout ce qu'il avait envie de faire et qu'il pourrait enfin travailler sur d'autres projets, se libérer de la licence Metal Gear. Mais il se trouve que cette fois, l'envie, elle va venir de lui. Voilà, tout simplement. Puisqu'il va avoir l'idée d'un nouvel opus de la saga Metal Gear, donc un Metal Gear Solid 5, qui cette fois-ci serait un jeu qui sortirait sous forme épisodique, avec du contenu qui s'ajouterait du coup régulièrement, avec de nouvelles missions et des nouveaux pans d'histoire. Cette idée, elle vient tout simplement du fait que développer un jeu pour Kojima, ça lui prend 4 à 5 ans, et c'est énormément de travail et énormément d'argent. Et du coup, la première étape de cette idée, c'est la première partie, entre guillemets, du prochain jeu de la licence Metal Gear Solid 5. J'ai nommé Ground Zeroes. Ground Zeroes, il est présenté d'entrée de jeu comme un jeu open world, où on pourrait encore trouver du contenu et des choses à faire après plus de 100 heures de jeu, avec des inspirations comme une saga pas très connue, GTA. Voilà. Kojima, il va peut-être un peu s'emballer pendant le marketing, en tout cas il va y mettre du cœur, puisqu'il va par exemple déclarer que ce jeu serait le moment de gloire de sa carrière et de la série des Metal Gear. Il va aussi déclarer que il essaye toujours de parler de réels sujets de fond dans ses jeux, mais que cette fois le jeu allait vraiment traiter de thèmes sensibles, compliqués à traiter et considérés même comme tabous. Quand tu sais qu'il se passait ça dans les précédents opus, ça fait un peu peur. On apprend également que Ground Zeroes ne serait pas la fin pour la série, mais plutôt un début, et qu'il s'agirait en fait d'un prologue pour le prochain jeu, mais aussi une sorte de tutoriel pour familiariser les joueurs au moteur, mais aussi aux nouvelles fonctionnalités de déplacement du gameplay. Malheureusement, l'idée d'un jeu épisodique va être complètement abandonnée suite à une réception pas dingue du public à l'idée, et on va donc se retrouver avec Ground Zeroes d'un côté, et de l'autre, tout le reste qui va être développé pour sortir comme un seul et même jeu. Kojima, lui, il a plutôt en tête de sortir Ground Zeroes en même temps que ce fameux prochain jeu qui à l'époque fait partie intégrante du marketing et de la communication, mais ce prochain jeu que je vais pas vous citer tout de suite pour garder un petit effet dramatique, il demande vraiment beaucoup de temps à être développé, et du coup Konami commence à s'impatienter et les joueurs aussi, donc Kojima va prendre la décision de sortir Ground Zeroes avant le jeu suivant. Niveau histoire, je vous avais dit que Peace Walker serait la base du scénario du jeu suivant. On y est. L'histoire se passe quelques mois après les événements de Peace Walker et elle est vraiment directement liée. Encore une fois, malheureusement, pas de boîte, parce qu'en fait, moi j'ai joué au jeu sur Steam. Un truc notable, beaucoup de choses à dire encore une fois, le gameplay a été complètement retravaillé, notamment la façon de contrôler le personnage, les mouvements, etc. Ça a vraiment rien à voir. Visuellement, c'est assez exceptionnel, on est vraiment sur un film là, c'est vraiment photoréaliste, j'abuse à peine, c'est incroyablement magnifique, et d'ailleurs ça met encore une vitesse à une grosse partie des jeux qui sortent aujourd'hui, en 2024, c'est assez inquiétant. Le vrai gros truc notable de ce Ground Zeroes, c'est évidemment sa durée de vie, qui est très courte, c'est un prologue vraiment très prologué, très prolongant. Le jeu se finit vachement rapidement, en genre moins de 2 heures pour une première découverte avec les cinématiques. Au-delà des missions principales, on va avoir des missions secondaires. L'une d'entre elles s'appelle Déjà Vu, et la mission Déjà Vu, elle a une particularité, c'est un easter egg qui nous en révèle un peu plus sur les coulisses du développement du prochain jeu de la licence. Ça risque de devenir un peu chaotique mon explication, mais vous allez voir qu'en fait c'est pas si compliqué. Dans Jamais Vu, on remarque assez rapidement que sur les murs de la map, il y a des marques, des tags qui représentent les titres des jeux de la série principale et des jeux annexes. Ces marques, quand on les vise et qu'on met notre lumière dessus, il se passe différentes choses. En fait, si c'est un jeu de la série principale, le titre s'efface, et si c'en est pas un, la marque elle reste.
texte. À chaque fois les personnages font des petites remarques sur le jeu en question, et il se trouve que quand tu effaces toutes les marques de tous les jeux de la série principale, donc les jeux sur lesquels Kojima a travaillé, eh ben il y a un message. Et ce message, je vous laisse l'écouter tout simplement. Très particulier, hein. En fait, ce qui se passe, c'est que en interne à ce moment-là, il y a déjà des petits conflits qui commencent à éclater entre Kojima et Konami. Et Kojima, il a du flair, il commence déjà à anticiper que potentiellement dans un futur proche, il bossera plus sur les Metal Gear Solid, mais aussi que Konami pourrait essayer d'effacer son implication sur les jeux complètement, parce que c'est un truc qu'on n'a pas noté depuis le tout début, mais dans tous les jeux Metal Gear Solid, Kojima, il a une place très présente, hein. On voit son nom littéralement partout. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il met un easter egg dans le jeu pour pouvoir passer un message aux joueurs. Je trouve ça vraiment incroyable, et vous allez voir que ça prend tout son sens quand on va parler de ce qui se passe après. Bon, niveau réception, c'est un peu 50-50. La moitié des gens vont critiquer le fait que le jeu, je vous l'ai dit, est très très court. Surtout quand tu sais que le jeu est vendu plein pot, hein, 40 $ pour un jeu qui se boucle en 2 heures pour la mission principale, c'est quand même un peu compliqué, même si en vérité il y a beaucoup plus de contenu. Ça reste assez léger. Évidemment, il y a quand même une grosse majorité des gens qui sont quand même à fond parce que les graphismes ils sont incroyables, le gameplay est fou, niveau histoire c'est trop stylé, ça promet que des choses de fou malade pour le jeu suivant. Le jeu va obtenir du coup un 75 seulement sur Metacritic. Je trouve que il mérite beaucoup mieux, hein, c'est assez triste. Ce qui va en ressortir en fait surtout c'est une hype quoi. Les gens restent sur leur faim et ils ont hâte de voir ce que le prochain jeu va donner, et ils ont bien raison parce qu'ils sont pas au bout de leur surprise. Nous y sommes, le fameux jeu suivant dont je vous parle depuis tout à l'heure et dont je vous ai honteusement caché le nom, c'est tout simplement Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Je vous l'ai dit, Phantom Pain, il était développé en même temps que Ground Zeroes. Donc il n'y a pas grand chose à dire sur le développement, si ce n'est peut-être un truc, c'est que cette fois Kojima va être très clair pendant la promotion du jeu, c'est véritablement le dernier Metal Gear Solid sur lequel il va travailler, et cette fois pas de retour en arrière, il va évoquer toutes les fois où il a changé d'avis et dire cette fois rien de tout ça, c'est véritablement terminé après Phantom Pain. Ça fait quelque chose, hein, mine de rien, c'est pas une petite annonce, mais encore une fois, quand on connaît le contexte de ce qui se passe en coulisses entre Kojima et Konami, c'est pas si étonnant. Je vais essayer d'être le plus vague possible parce que j'ai prévu de faire une vidéo complète sur toute la carrière de Kojima parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, notamment sur ce fameux conflit avec Konami qui a fait des vagues dans le monde du jeu vidéo, mais c'est vrai que ce conflit il fait partie intégrante du contexte de développement de Phantom Pain, donc je pouvais pas ne pas le citer. Ah, et puis il va aussi déclarer normal que son objectif avec Phantom Pain c'était de créer un jeu avec des thèmes profonds qui changerait à jamais l'industrie du jeu vidéo. Encore une fois, des ambitions assez modestes. Dans Phantom Pain, on va donc jouer Big Boss, encore une fois, qui se réveille d'un coma de 9 ans et qui va devoir petit à petit reconstruire son armée, et les événements du jeu se passent donc avant ceux de Metal Gear, le tout premier. Donc on est sur un vrai retour dans le temps. Pour le coup, celui-là, on finit en beauté puisque j'ai non seulement la boîte du jeu, qui est très belle, hein. Maintenant, la boîte du jeu sur PS4, c'est bien beau, hein. Mais moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est ceci. Regardez-moi cette beauté absolue, le steelbook du jeu, il est incroyablement magnifique, je l'adore. Et je le possède tout simplement parce que j'ai acheté l'édition collector du jeu, qui contient entre autres une carte du coup des deux grosses zones du jeu, mais surtout, et ça va beaucoup nous intéresser dans pas très longtemps, un deuxième disque, et ce disque il est particulier, retenez-le bien, dans 2 minutes on va en parler parce que il a son importance. Autre truc quand même, je peux pas vous montrer les trucs de l'édition collector sans vous montrer mon petit joujou préféré, ce bras. Ça paraît être un joujou bizarre, en fait c'est tout simplement la prothèse de bras de notre protagoniste dans l'histoire, c'est juste une réplique, bon pas du tout à taille réelle, hein. D'ailleurs il y en existe une à taille réelle, j'en rêve secrètement, je vous le dis, elle est trop stylée. Phantom Pain du coup, beaucoup trop de choses à dire. Déjà niveau graphisme, je vous en ai parlé avant avec Ground Zeroes, mais on est sur un truc assez extraordinaire, c'est magnifique, le niveau de détail est aberrant, il éclate la quasi-totalité des jeux AAA qu'on connaît aujourd'hui, c'est assez fou. Niveau scénario, pareil, vrai scénario de folie, et notamment la réalisation des cinématiques et tout, c'est vraiment genre du cinéma quoi. Il y a des effets de lumière, des effets de caméra aussi, très régulièrement la caméra tremblote comme si on était en caméra embarquée et tout, enfin trop stylé, vraiment trop stylé. Et d'ailleurs le moteur total a vraiment cet aspect cinématique avec les jeux de lumière et tout qui donne vraiment l'impression que c'est du filmé. Je trouve que ça colle parfaitement avec l'ADN de Metal Gear Solid, donc j'adore. Niveau scénario, je peux pas m'empêcher de vous parler d'un truc en particulier que j'ai adoré. Ceux qui connaissent le jeu, vous savez, la thématique du virus linguistique, je trouve que c'est une idée vraiment de génie. Le jeu est incroyablement bien travaillé, en même temps il a demandé beaucoup de temps de développement, mais niveau détail, que ce soit dans les décors, dans les personnages, dans les dialogues, le scénario, les missions, les mécaniques de jeu, enfin vraiment c'est
c'est fou, c'est vraiment fou. On a le retour du coup de cette fameuse mécanique dont je vous parlais tout à l'heure en vous disant qu'elle allait revenir, la mécanique de Mother Base. La Mother Base est de retour, et cette fois c'est plus un vieil écran flingué au sol comme dans Peace Walker, c'est un véritable lieu. Voilà, on a vraiment la Mother Base en physique qui fait 600 milliards de kilomètres de diamètre, elle est gigantesque, et on peut se balader dessus, voilà, on peut y aller et marcher, tout traverser, c'est complètement vide, hein, donc ça sert à rien, mais c'est gigantesque, et il y a même d'ailleurs les soldats que vous recrutez qui s'y baladent, hein, donc si vous voulez aller tester vos armes ou tabasser des gens gratuitement, vous pouvez y aller, et ils vous disent même merci, c'est incroyable. Qui dit Mother Base dit recrutement de soldats, récolte de matériaux, on peut développer des armes, on peut développer des items, des tenues, bref, il y a plein de choses à faire. Il y a même un arbre de développement d'ailleurs pour la prothèse de bras qu'on peut upgrade avec par exemple un bras qui peut lancer des électrochocs, ou il y en a même un qui peut se détacher pour aller attaquer les ennemis, enfin ça a aucun sens, c'est complètement random mais je trouve ça incroyable. Autre nouveauté, l'arrivée des compagnons, vous partez plus en mission tout seul nécessairement, vous pouvez prendre quelqu'un avec vous, que ce soit un cheval pour vous déplacer, un robot sur lequel vous pouvez monter pour rouler, tirer sur des gens, un chien que vous pouvez recueillir puis emmener avec vous une fois dressé pour aller attaquer des gens et repérer les ennemis, et puis le personnage de Quiet, qui moi est mon personnage préféré du jeu, qui a une place centrale dans le scénario, mais qui est aussi carrément trop stylé. Autre truc important à noter, les missions ont des objectifs tous différents, on n'est plus sur de la simple infiltration où il faut aller d'un point A à un point B et de temps en temps buter un gars, là il y a vraiment plein de choses à faire très différentes, et du coup la rejouabilité est assez extraordinaire. Ça permet aussi d'apporter une liberté de jeu exceptionnelle, on peut faire vraiment ce qu'on veut. On a quand même certaines missions scriptées qui sont incroyablement stylées et qui sont vraiment marquantes, hein, notamment une en particulier dont je peux pas trop parler parce que c'est un gros spoil, mais ceux qui savent, je vous mets une image, voilà, cette mission-là, c'est encore une fois une des plus grosses claques que j'ai pris de ma vie en termes de jeux vidéo, hein, c'est assez extraordinaire. Retour aussi du fameux mode en ligne, on en a très peu parlé dans Metal Gear Solid 4, mais cette fois-ci, il revient encore une fois, et puis en plus de Metal Gear Online, qui aujourd'hui a fermé ses serveurs et n'est plus jouable avec des gens en ligne, l'arrivée d'un nouveau mode, le mode FOB. J'ai pas beaucoup joué à ce mode pour le coup, mais sachez qu'il est incroyablement stylé, le concept il est simple, vous avez du coup une partie de Mother Base à protéger avec des pièges, des soldats, des tourelles, des trucs comme ça, et derrière les joueurs du monde entier vont pouvoir venir essayer d'attaquer votre base et de l'infiltrer avec pour but d'accéder à un endroit spécifique de la map, et vous aussi vous pouvez attaquer les bases des autres joueurs et essayer de les infiltrer. C'est vraiment très stylé, et même encore aujourd'hui, hein, il y a plein d'événements très régulièrement chaque semaine et tout, enfin moi perso j'y ai pas assez joué, mais c'est vrai que je regrette un peu, voilà, ça a l'air vraiment stylé. Bref, il y a des trucs à faire partout, mais il se trouve que Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain, il a une grosse particularité, un gros défaut malheureusement, c'est qu'il est tout simplement inachevé. Voilà, moi j'étais pas au courant quand j'y ai joué, ça a été une vraie désillusion, puisque le jeu contient 50 missions, et qu'à la base il devait y en avoir 51. Qu'est-il arrivé à cette 51e mission? Mystère et boule de gomme, pas du tout, puisque la question elle est répondue dans un disque qu'on peut trouver dans l'édition collector. Ce fameux disque qui contient les ébauches d'une 51e mission qui devait être intégrée au jeu et qui devait, comme par hasard, être la dernière, hein, qui devait être du coup la grosse mission finale de Fou Malade qui termine le jeu en beauté. Cette mission elle a été annulée car le jeu il prenait trop de temps à être développé, il demandait trop d'argent et Konami, les investisseurs ils voulaient leur retour sur investissement quoi. Donc il fallait que le jeu sorte. À force de pression, le jeu a fini par sortir inachevé et du coup on n'a jamais eu cette mission qui aurait dû clôturer le scénario et le jeu en beauté. C'est carrément triste et vous vous doutez bien que cette fin inachevée elle va rajouter de l'huile sur le feu au conflit entre Kojima et Konami, mais ouais c'est l'un des trucs qui moi m'a foutu le seum quoi. Le jeu est extraordinaire, hein. Je l'ai adoré, c'est un chef d'œuvre, mais le fait de se dire qu'on a loupé une fin aussi stylée c'est quand même un peu triste, même si pour le coup le jeu s'en sort quand même hyper bien avec un vrai méga plot twist final qui termine quand même le jeu en beauté, même si quand tu vois ce que t'aurais pu avoir forcément t'es un peu triste de pas l'avoir eu. Bon, sans grande surprise le jeu obtient un succès critique unanime, hein. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est un chef-d'œuvre et pour cause, c'en est un littéralement. Il obtient la note de 93 sur Metacritic, encore une flopée de notes maximales un peu partout, il va même obtenir le Game Award de la meilleure bande-son et celui du meilleur jeu d'action-aventure, et en plus de ça, au moment de la sortie, les gens ils le voient du coup potentiellement comme le dernier jeu de Kojima, parce qu'au-delà d'être son dernier jeu Metal Gear Solid, Kojima il se fait quand même vieux à ce moment-là, et les gens se disent que ce serait pas déconnant qu'il prenne sa retraite quoi. Et puis surtout, ça rend le jeu encore plus impressionnant, parce que ça voudra dire que Kojima il prend sa retraite au top niveau de l'industrie quand même, hein. Avoir comme dernier projet Metal Gear Solid 5 Phantom Pain, c'est quand même pas rien. Et nous avons donc vu tous les jeux de la saga Metal Gear principale. Après ça, avec le contexte compliqué, Kojima va quitter Konami, il va fonder son propre studio, Kojima Productions, dont on parlera du coup dans sa vidéo dédiée, parce que sur ses prochains projets aussi, il y a pas mal de choses à dire. En ce qui concerne Konami, ils vont complètement oublier la licence, voilà, pendant très longtemps, hein. Jusqu'à récemment du coup, où on va avoir le retour de certains anciens jeux avec le Metal Gear Solid Master Collection, volume 1, et puis surtout l'annonce en grande pompe de Metal Gear Solid Delta, le remake du coup de
de Metal Gear Solid 3 Snake Eater. On verra ce que ça donne. En attendant, personnellement, j'ai adoré me replonger dans cette licence qui est si importante dans mon cœur, vraiment. Je pense pouvoir dire sans trop de risques que c'est l'une des licences qui a le plus contribué à mon amour du jeu vidéo aujourd'hui, donc je lui dois beaucoup, mine de rien. Il n'en reste pas moins que c'est une licence très très large avec beaucoup de jeux et beaucoup d'infos sur beaucoup d'années, donc il est très possible que j'ai dit des conneries, que j'ai fait des petites erreurs ou des petites coquilles. Si c'est le cas, je suis désolé, j'ai fait de mon mieux pour faire attention aux sources que j'utilisais et à bien me renseigner, mais il y a tellement d'infos que au bout d'un moment ça devient un peu compliqué, donc s'il y a des bêtises, je suis désolé, pardonnez-moi. Et puis il est temps pour moi de vous laisser, je pense, hein. J'espère que cette vidéo vous a plu, très sincèrement, si c'est le cas, je suis content, et je vous dis dans ce cas, je l'espère, à très bientôt dans une prochaine. Et d'ici là, je souhaite un bon courage par avance au Sabri du futur qui va devoir faire le montage de 256 000 heures d'enregistrement là, parce que le tournage de cette vidéo il est bien long. Voilà, Sabri du futur, force et honneur, j'espère que tu es encore en vie. Des bisous!